suis le docteur Brigitte Letombe, je suis gynécologue médicale, sexologue, et je vais vous parler de sexualité et ménopause. La ménopause est une période critique, c'est véritablement un cap pour les femmes à la cinquantaine. Elles se sentent alors en crise, elles sont dans un sentiment du temps, d'urgence du temps qui passe, c'est pour elles maintenant ou jamais. Alors qu'elles sont vraiment loin d'être au mieux de leur forme, puisqu'elles sentent les symptomatologies climatériques, elles se sentent vieillir, elles ont une séduction qui est mise à mal. La santé sexuelle fait partie de la santé et nombre de publications mettent en évidence qu'il y a une association entre l'avancée en ménopause et la baisse de la satisfaction sexuelle. Notre rôle, ce sera d'informer, dédramatiser et dès la périménopause, il faudra une consultation dédiée pour faire un bilan ménopausique et surtout ne pas oublier de parler éventuellement des difficultés sexuelles, ne pas banaliser, ne pas esquiver et ne pas dire ça passera. Il faut pouvoir soulager et savoir proposer une prise en charge thérapeutique si elle est nécessaire. Alors la perception de la sexualité à la ménopause, on sait que les femmes pensent que leur intérêt pour la sexualité va baisser, mais on le voit dans l'étude de Lohmann, qui est une étude large, 2004, avec 26 000 patientes, que ce sentiment de distance par rapport et perte d'intérêt par rapport à la sexualité va changer en fonction de leur avancée en âge. Pour les femmes de 40 à 49 ans, elles sont 51% à penser que ce ne sera qu'à 60-64 ans. Et puis celles qui sont plus âgées, entre 50 et 69 ans, elles vont penser que ce sera pour vers 70 et 74 ans. Il y a donc l'idée que ces difficultés vont toujours être plus tardives. Alors quand on voit la répercussion de la symptomatologie climatérique, on voit qu'il y a bien sûr des conséquences sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle, sur la vie sociale et bien sûr sur la vie conjugale et sexuelle, puisqu'il y a des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes particulièrement invalidantes, avec des maux de tête, avec souvent un grignotage, des troubles du sommeil, une prise de poids, des difficultés au niveau professionnel et tout cela fait que la femme se sent beaucoup moins bien dans sa peau et donc beaucoup moins séduisante. Quelles sont les modifications de la sexualité à la ménopause ? C'est en fait des modifications physiologiques, bien sûr avec le vieillissement, physique et biologique, du fait de la carence hormonale et du vieillissement. Et puis il y a des facteurs psychologiques, familiaux, conjugaux et socioculturels. Il y a l'altération de l'image corporelle, les femmes se voient vieillir. Il y a l'attitude négative de la société, cette période de la cinquantaine qui est aussi une modification de tout leur contexte familial, avec le départ des enfants, les pathologies chroniques chez les parents. Et puis il y a le rôle du partenaire dont on va reparler régulièrement. C'est donc un modèle biopsychosocial. Les origines des problèmes sexuels à la ménopause, c'est bien sûr toutes ces difficultés socio-culturelles et professionnelles, c'est des problèmes psychologiques personnels, c'est les problèmes physiologiques, on l'a dit, c'est les difficultés de couple et, là-dedans, les hormones sexuelles. Alors, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de la réponse sexuelle et de ces troubles à la ménopause ? Ça peut être des troubles du désir, donc l'insuffisance du désir sexuel. Ça peut être l'anédonie qui est rare. Les troubles de la phase d'excitation, évidemment, notamment l'excitation génitale avec l'hypoœstrogénie et la baisse de la vascularisation. L'anorgasmie, qui peut être partielle ou complète, et surtout les douleurs sexuelles, pas tant le vaginisme que les dyspareunies, du fait du syndrome génito-urinaire de la ménopause, dont on parlera largement. Les troubles sexuels de la ménopause vont toucher environ 50% des femmes auront au moins un symptôme. Je redis et je le redirai souvent que ça peut être relié à la relation au partenaire. Quand on parle de dysfonction sexuelle féminine, qui ont été décrites dans le DSM-5, il faut bien savoir que cette dysfonction sexuelle féminine n'existe que si ça touche la majorité des situations sexuelles ou des relations sexuelles, que ça dure au moins depuis 3 mois et plutôt depuis 6 mois, et que c'est responsable d'une souffrance psychologique chez la femme. Cette baisse du désir sexuel, l'hypodésir sexuel féminin, c'est surtout après l'annexectomie. Mais ce qu'on va surtout voir, c'est la symptomatologie de la sécheresse vulvo-vaginale et du syndrome génito-urinaire qui va toucher plus de 55% des femmes et qui nécessite vraiment une prise en charge thérapeutique, souvent rapide,
pour éviter des répercussions négatives sur les autres fonctions sexuelles. La sécheresse vaginale va créer dyspareunie, va créer obligatoirement un espacement des rapports sexuels, une baisse du désir, des douleurs, et donc on voit bien que rien que cette symptomatologie-là va être responsable de nombre de dysfonctions sexuelles féminines autres. Alors, dans la répercussion de la ménopause de la sexualité, il y a bien sûr l'âge, le vieillissement. Il y a aussi toutes les pathologies qui peuvent être chroniques, qui peuvent avoir donc des répercussions par elles-mêmes et par les thérapeutiques qu'on va proposer. L'importance du syndrome génito-urinaire, je vous en ai déjà parlé. Alors, est-ce qu'il faut envisager un dosage d'androgène à cette période? Ça n'est pas utile puisqu'il n'y a pas de testostéronémie qu'on considère comme suffisante. Il n'y a pas de taux de testostérone plasmatique correspondant à un taux supposé physiologique ou normal. Les difficultés sexuelles sont aussi souvent corrélées, pas seulement à l'âge et la carence hormonale dont on vient de parler, mais aussi à des troubles psychologiques, des troubles de l'humeur, des troubles de l'estime de soi, divers problèmes de santé, je vous l'ai dit, des pathologies chroniques et les thérapeutiques délétères, et le contexte socio-professionnel et conjugal, avec parfois des difficultés, des problèmes de sentiments pour le partenaire, des capacités à modifier les cryptes sexuelles qui ne sont pas mises en place et qui ne sont pas développées. Et puis, il faut toujours avoir à l'esprit qu'à la ménopause, on peut évoquer des difficultés sexuelles parce qu'il y a la libido de la ménopause, mais qu'il existait des difficultés sexuelles antérieures au niveau du couple. Si l'on parle plus de la baisse du désir sexuel, cette baisse du désir sexuel, il dépend de facteurs psycho-affectifs et neurobiologiques. Et bien sûr, toute altération de la santé, de l'état de santé, peut être responsable d'une baisse du désir sexuel. Alors on a des causes biologiques que vous avez là, donc l'âge, les hormones, la baisse des androgènes, on en a parlé, tout en sachant qu'il n'existe pas un taux de testostérone que l'on peut considérer comme normal. Il y a les troubles psychiatriques, les handicaps, les maladies chroniques, toutes les thérapeutiques médicamenteuses, notamment les antihypertenseurs ou les antidépresseurs, des causes psychologiques, des problèmes relationnels avec le partenaire, des problèmes personnels, l'image de soi, et puis toutes les causes socio-culturelles, le bas niveau socio-économique, les difficultés, le chômage, etc. Alors, est-ce que vraiment les œstrogènes ont un impact sur la libido? Oui, on peut dire qu'il y a un impact sur la libido, mais essentiellement du fait d'un phénomène qu'on appelle un effet domino. On sait que les œstrogènes ont une action au niveau cérébral, puisqu'il y a des récepteurs à l'œstradiol au niveau cérébral, qui ont un effet sur les neuromédiateurs qui interviennent, bien sûr, sur le désir et le plaisir, la sérotonine, la dopamine, l'histamine. On sait qu'ils ont une action périphérique, bien sûr, sur la trophicité vulvo-vaginale, on va le revoir dans le syndrome génito-urinaire, sur la lubrification, aussi sur la réceptivité mammaire, et sur, bien sûr, l'augmentation du flux sanguin au niveau de la zone génitale. Ils ont une action sur la qualité de vie et c'est sûr que cette qualité de vie, quand elle est altérée, peut avoir des répercussions négatives sur la sexualité. On l'a vu, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les troubles du sommeil et les troubles psychologiques comme éventuellement un syndrome dépressif. Quand on proposera un traitement œstrogénique, on aura bien sûr un effet sur cette qualité de vie, un effet sur la trophicité vulvo-vaginale, et donc du fait d'une possibilité de rapport sexuel qui se passera mieux avec une amélioration et une satisfaction, on aura un effet domino avec de nouveau une augmentation du désir. On sait que les androgènes ont un effet sur le désir sexuel. On a nombre d'études qui ont montré que l'œstrogénothérapie ne suffisait pas à augmenter les sensations au niveau génital, le désir, la satisfaction, la fréquence des rapports sexuels. Nombre d'études montrent qu'il y a une efficacité de ce traitement androgénique. Toutefois, il est difficile aujourd'hui de proposer l'apport de testostérone. On a beaucoup d'études qui montrent quand même que ce n'est pas recommandé parce qu'il faut, pour avoir cet effet, avoir des taux supraphysiologiques. Le syndrome génito-urinaire de la ménopause, le rappel embryologique nous montre quand même que l'urètre et le trigone vésical sont dérivés du même tissu embryologique, le sinus urogénital, et que ce sinus urogénital est très riche en œstrogènes, ainsi que la vulve, le vestibule et le vagin. Il en est de même, bien sûr, pour les récepteurs aux androgènes. Ainsi, une patiente qui a des symptômes du bas appareil urinaire a aussi beaucoup plus de risques d'avoir des difficultés sexuelles et il faut y penser dans notre interrogatoire. En 2012, la NAMS et l'Internal Society
for the Study of the Women's Sexual Health ont décidé de créer une nouvelle terminologie. On ne parle plus de sécheresse vulvo-vaginale, mais de syndrome génito-urinaire, qui va donc regrouper la symptomatologie vulvo-vaginale, brûlure, prurite, inconfort, sécheresse, et aussi toute la symptomatologie urinaire, la nicturie, la dysurie, les pollakiuries, les cystites, l'impériosité. Toute cette symptomatologie est en rapport avec l'hypoœstrogénie de la ménopause, et ça a bien sûr des répercussions importantes sur le plan sexuel, avec dyspareunie, on l'a vu, perte du plaisir et donc du désir. Ces difficultés sexuelles sont loin d'être négligeables. Il est important de pouvoir les dépister, les mettre en évidence et apporter une solution parce que ça a une conséquence très négative sur l'image du corps et son estime de soi pour la femme. D'ailleurs, les femmes souvent vivent ces difficultés sexuelles et même urinaires, on le voit bien en consultation, comme une fatalité. Elles en ont honte, elles ne l'évoquent pas. Et souvent, les médecins, les études le montrent, ne l'évoquent pas non plus. Donc il est important de réussir dans notre interrogatoire, dans notre prise en charge, d'être suffisamment ouvert pour permettre à la patiente de pouvoir l'évoquer. Alors cet impact de l'hypoœstrogénie, ça peut être majeur, avec des parois vaginales beaucoup plus fines. On le voit très bien au niveau des examens sur cette photo, où vous avez donc des petites lèvres qui disparaissent, on a une peau qui devient fine, dépigmentée, on a une atrophie au niveau de l'épithélium vaginal, mais aussi au niveau des fibres collagènes, au niveau de la musculature périvaginale, et on a aussi, au pire, un rétrécissement du canal vaginal et du vestibule, rendant la pénétration particulièrement difficile. Quand on parle de la trophicité vaginale, il faut parler de l'œstrogénisation qui est importante parce qu'elle est responsable aussi du bien-être vaginal du fait de la persistance d'un écosystème vaginal qui est le bacille de Doderlin. Ce bacille de Doderlin est important pour pouvoir garder un pH acide vaginal protecteur et pour que cette flore vaginale soit persistante, elle nécessite un minimum d'œstrogénisation. Les œstrogènes vaginaux sont constamment efficaces, toutes les études l'ont montré, les études de 98 et la Cochrane de 2006. Il n'y a pas de différence d'efficacité sur ce syndrome génito-urinaire en fonction de la forme galénique des œstrogènes locaux qu'on va proposer. Il y a une nette amélioration des symptômes par rapport au placebo ou aux gels non hormonaux. Et en termes d'acceptabilité, il est évident que certains produits qu'il faut utiliser quotidiennement, qui coulent et qui sont parfois mal tolérés, ne sont pas obligatoirement poursuivis au long cours. On a un score d'acceptabilité qui semble meilleur pour l'anneau. Comment traiter le syndrome génito-urinaire de la ménopause? L'œstrogénothérapie systématique ou vaginale à faible dose demeure vraiment le traitement de choix. Il n'est pas indiqué d'y associer un progestatif à ces œstrogènes vaginaux à faible dose. Les données de sécurité endométriale sont disponibles, mais pas au-delà d'un an de traitement. L'œstrogénothérapie vaginale peut être poursuivie aussi longtemps que persistent les symptômes, sous couvert évidemment d'une surveillance clinique appropriée. Enfin, bien sûr, pour les femmes qui ont des antécédents de cancer du sein ou cancer de l'endomètre, cette discussion sur l'apport d'une œstrogénothérapie locale sera à avoir avec son oncologue. De quels traitements hormonaux disposons-nous pour traiter ce syndrome génito-urinaire de la ménopause? Nous avons des ovules de promestrienne, des crèmes vaginales à l'œstriol, des gélules vaginales à l'œstriol contenant également du bacille de Darlin, un anneau vaginal à l'œstradiol, la DHEA vaginale et de l'ospémifène par voie orale, qui est un SERM. Les traitements non hormonaux, ce sont essentiellement des hydratants vaginaux, plus ou moins probiotiques. Ils ont une efficacité parfois suffisante, en tout cas sans risque, mais nécessitent un traitement au long cours. On voit arriver aussi de plus en plus les lasers vaginaux, lasers CO2 fractionnés ou lasers de type herbium, qui pourraient, semble-t-il, remodeler le tissu vaginal conjonctif et augmenter le stockage en glycogène dans l'épithélium, comme un apport œstrogénique. Alors, prendre en charge la trophicité vaginale, faire en sorte que de nouveau il y ait un bien-être vaginal est particulièrement important pour la sexualité féminine. C'est le centre de ce cercle vicieux. Puisque désir et plaisir sont liés en boucle, il faudra rompre ce cycle qui est un cycle négatif
Dès qu'il y a moins de lubrification, moins de rapports sexuels, douleur lors des rapports sexuels, il y a espacement des rapports, insatisfaction et donc une perte du désir et ainsi de suite. Donc, vouloir traiter et traiter correctement la trophicité vaginale permettra de retrouver désir et plaisir qui sont liés en boucle. Le syndrome génito-urinaire de la ménopause touche plus d'une femme sur deux, mais les femmes sont souvent sous-informées. Elles ne savent pas qu'il y a possibilité d'envisager un traitement. Elles sont sous-diagnostiquées et souvent sous-traitées parce que aussi les médecins ne posent pas suffisamment les questions, ne s'intéressent pas suffisamment aux difficultés éventuelles sexuelles de la patiente. Les praticiens doivent être proactifs parce que souvent les femmes en phase 2 sont silencieuses. Les traitements doivent être débutés tôt et ils doivent être poursuivis au long cours. En premier lieu, on peut proposer bien sûr des hydratants, des lubrifiants, puis des oestrogènes locaux s'ils ne sont pas suffisants, en explicitant que dans les notices de ces traitements locaux œstrogéniques, il y a bien sûr toutes les contre-indications de tout traitement œstrogénique. Il faudra donc expliciter ces notices de ces produits œstrogéniques locaux pour lutter contre la défiance des patientes. Il n'y a pas nécessité d'y adjoindre de progestatif et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les femmes ayant eu des antécédents de cancer hormonodépendant, il faut prendre l'avis de l'oncologue. Alors, il est difficile de savoir si le traitement hormonal de la ménopause a une vraie efficacité sur les dysfonctions sexuelles féminines. On sait que le traitement hormonal de la ménopause crée une amélioration sur le plan sexuel quand il est proposé en début de ménopause, après moins de 5 ans de la ménopause installée. Il est important, en plus de cet apport du traitement hormonal de ménopause, d'avoir une approche psychosexuelle, s'intéresser à l'histoire de la femme, au contexte personnel, conjugal, aux partenaires. Est-ce qu'il faut y adjoindre de la testostérone ? Des études nous ont montré que cette testostérone pouvait améliorer quand il y avait un désir sexuel hypoactif. Toutefois, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation pour cet apport en testostérone. Pour en finir, donc, le rôle du professionnel de santé, c'est bien en finir avec le tabou de la sexualité à la ménopause. Il faut informer, dédramatiser, mais cela dès la périménopause, puisqu'une symptomatologie peut déjà s'installer en périménopause. Il ne faut pas banaliser ni esquiver, surtout ne pas prendre sa propre sexualité comme norme. Rechercher évidemment tous les facteurs qui peuvent interférer, les pathologies chroniques, avec leur symptomatologie, mais aussi les thérapeutiques. Il faudra faire un bilan gynécologique complet de la trophicité, du périnée, de l'éventualité d'un prolapsus, analyser le contexte, l'attitude du partenaire et prescrire un traitement adapté. Ce traitement adapté sera à poursuivre aussi longtemps que nécessaire et il faudra peut-être envisager en plus une prise en charge psychologique, voire sexologique.